Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le film d'Alain Resnais sur la déportation, Nuit et brouillard, il y a l'insoutenable image d'un bulldozer qui repousse des centaines de cadavres. Dans la tragédie rwandaise, dont les racines étaient déjà visibles pourtant, il y a 30 ans, des bulldozers encore essaient de mettre en terre 1 million de morts dans un petit pays de 7,5 millions d'habitants. 50 ans après les crimes nazis en Europe, même si la comparaison n'est pas exacte, des voix parmi les plus autorisées de la communauté internationale parlent à leur tour de génocide au Rwanda. Rien d'ailleurs n'aura été épargné à ce pays, puisque l'épidémie de choléra a compliqué ensuite toutes les tâches humanitaires. Ce génocide, c'est-à-dire cette volonté d'exterminer. Nous allons essayer de vous en montrer l'origine, les acteurs, les victimes. État d'urgence sur l'autopsie d'un génocide. On faisait tout en même temps. Les uns coupaient, les autres frappaient. Moi, j'avais une machette. Je coupais le bras, la tête ou la nuque. Tu frappais où tu pouvais, en fait. On faisait les choses à la hâte. On nous donnait des gourdins et on nous disait où frapper. On le faisait pour ne pas être tués. Avec un bâton, je frappais la tête et il mourait sur le coup. On était complètement paniqués quand on tuait. On se disait que si on ne le faisait pas assez vite, ils allaient nous abattre. Alors l'un coupait le bras, l'autre la tête, l'autre une jambe et ainsi de suite, et après, on se sauvait. Cernée par la mort, Madeleine. Comme en 1962, quand ses parents avaient été massacrés sous ses yeux pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, elle se retrouve là, sur sa terre natale, envoyée par ses amis rwandais, réfugiés en France, comme elle. Un cimetière à l'air libre, 5 mois après la tuerie. Faut-il brûler les corps ou laisser intactes les traces de l'atrocité ? Les survivants du village de Ntarama ne savent que faire. Souvent, ils n'osent même pas revenir sur les lieux. C'est en nous apercevant que cette femme a fini par vaincre sa peur. Il n'y avait très certainement maintenant plus aucun risque à rechercher sa famille. On essaie de reconnaître les siens à partir des vêtements qui sont encore intacts. Parce qu'elle a perdu sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère, ses 2 petites sœurs. Elle a reconnu le vêtement d'une tante à côté. C'était le 10 avril dernier. Au 2e service de la messe dominicale, 3 autobus déversent un flot de tueurs. La garde présidentielle les accompagne. Ils sont venus, ils étaient très nombreux et ils ont attaqué avec des armes. Des grenades. Oui, ils ont commencé à lancer des grenades dans l'église. Il y a eu des blessés, beaucoup. Et puis certains ont couru, mais on les achevait à coups de lame. Ils essayaient quand même de courir, mais on les exécutait avec des machettes. Et après, on vérifiait qu'ils étaient bien morts. Quand ils sont venus, ils ont dit que les femmes Hutus sortent. En fait, que tous les Hutus aillent se mettre là-bas. Et ils ont lancé les grenades. Pourquoi les Tutsis ne disaient pas qu'ils étaient Hutus? Parce que beaucoup des tueurs étaient d'ici, alors ils reconnaissaient les gens. Ah, ils connaissaient tout le monde.
Les miliciens Interamwe, ils savaient qui était qui. Ils pouvaient reconnaître tout le monde. Oui, ils connaissaient les Hutus. Et si on montait, ils disaient « Toi, je te reconnais. Tu es mort. » Ici, les corps ont été retirés, mais ce fut le même massacre, à 4 kilomètres de distance du village. Fusil d'assaut, grenades, contre toute une population rassemblée dans cette église de Nyamata. Ce sont les orphelins qui nous ont guidés. Regardez le crucifix, nous ont-ils dit. Il a pris un coup de lance par un homme qui criait « C'est le dieu des Tutsis ». C'est ça encore, enfin, l'odeur de la mort est encore là. Il y a une grenade et à tous les taris. Hein? Les enfants rescapés, témoins directs de la scène, sont peu nombreux. Lui a tout vu, tout subi. 2 coups de machette et laissé pour mort dans l'église. Utilisé. Bon, il est resté 2 jours sous les cadavres dans l'église. Quelques croix pour quelques corps identifiés, mais les plus nombreux sont sous cette terre. Et là, les enfants disent qu'en fait, ils ne creusaient pas des tombes, ils alignaient les corps et puis une pelleteuse a ramassé de la terre et jeté par-dessus. C'est ce qu'on craignait qu'avec les pluies, tout ça va partir et les corps vont apparaître, en fait, les squelettes. Des poteaux tordus comme par une vague, face à l'église, une foule se trouvait là. Il me dit en fait qu'il y avait trop de monde à l'église, il ne pouvait pas tenir à l'intérieur de l'église, donc il est parti se réfugier dans une bananerie qui était, si on voit les restes de la bananerie. Ils étaient tellement nombreux chaque fois que les miliciens entraient et ils se pressaient, chacun essayait de s'enfuir. Et le résultat est là. La clôture a cédé. La clôture a cédé et la plupart ont été tués là-dedans. C'est les personnes âgées et les petits-enfants qui ne pouvaient plus avancer. On voit les vêtements là, on voit encore d'autres crânes. Et puis il me disait qu'on voyait les bâtons aussi, parce que c'est des vieux qui marchaient appuyés sur leurs bâtons. Il y a encore un bras dans une veste. À ce jour, on ignore combien de victimes ont fait les massacres de Nyamata, ville de 40 000 habitants. Les tueries ont duré 4 mois au Rwanda, d'avril à juillet 94. Ce sont les pires dans l'histoire de ce pays. Leur sauvagerie a bouleversé le monde entier. Mais ces 4 mois d'horreur ont une histoire. Les Tutsis, minoritaires puisqu'ils représentent environ 15% de la population, subissent en réalité les violences du pouvoir Hutu depuis l'indépendance de 1962. Dès cette époque déjà, ils furent près de 300 000 Tutsis à prendre le chemin de l'exil. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui rentrent au Rwanda pour compter leurs morts. Madeleine! Non, c'est pas possible. Madeleine! 15 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Retrouvailles avec Alexis, un copain d'enfance. Échappé au massacre parce qu'il était à l'étranger. Et tout de suite, ils s'échangent les dernières nouvelles. Naragal, ça fait 12 jours. Oui, oui, je viens d'y passer 2 fois. Il n'y a pas eu d'assassinat, de massacre là-bas. Rien. Mais du coup, chez vous, là, en face, juste, tout le monde a été dépouillé. C'est cela Kigali en ce mois d'août. Des réfugiés découvrent un pays qu'ils ne connaissaient que par le témoignage de leurs parents. Et des survivants sont tout heureux de l'être. Kigali alterne entre les rires et les larmes. Ça, c'était la chambre de mes parents. Thérèse est de retour pour la première fois depuis les événements d'avril à la maison familiale. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Sa mère a été assassinée et l'on n'a pas encore retrouvé son corps. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y avait ici? La sépulture de son père. La sépulture de ton père? Oui, elle a été détruite. Il y a eu un acharnement. C'est-à-dire qu'on avait attaqué mon père en 83. On l'avait attaqué au couteau. Oui. Des machettes. C'était comme on faisait là. Déjà en 83, des En machettes. 83, c'était la même chose. Personne n'avait compris.
Une histoire à répétition, pillage, assassinat, la jalousie des voisins ou parfois d'un voisin. Je le connais très bien et tout le monde le connaît. Non, mais c'est quelqu'un qui est encore au Rwanda. Oui. Il est même sur la colline. C'est pas la maison qui est en bas? Mais bien sûr. Je ne sais pas s'il a participé même maintenant, mais c'est lui qui a fait le coup de mon père. Quelques centaines de mètres plus loin, la confrontation entre les deux femmes et la sœur du tueur. Non, dit-elle, vous pouvez demander à tout le monde, je ne vois plus mon frère Cyprien. Mutisme général. Tu me reconnais? Tu me connais pas? Tiens, regarde, j'enlève les lunettes. Ah, c'est toi, Berongo. Bonjour. Dis donc, ton frère, c'est bien lui qui a fait le coup contre papa? Non, je t'ai déjà dit. Ne me dis pas que tu sais rien. Non, je t'assure que je ne sais pas du tout ce qu'a pu faire Cyprien. Je ne le vois plus. Et une voisine interrompt. Elle veut tout révéler. Oui, Cyprien était bien dans la bande venue pour agresser la mère de Thérèse. Blessée à coups de machette, elle agonisait en appelant au secours sa fille. Et là-haut, un jeune, surnommé le chat, l'a achevé. Il a même bu son sang, dit la femme. Et Thérèse de noter consciencieusement l'identité des assassins de sa mère. La haine entre Tutsi et Hutu n'a rien d'ancestral. On l'a créée, entretenue, depuis plus de 30 ans. C'est le colonisateur belge qui les a séparés. On les a examinés, mesurés, distingués. On a même créé des cartes d'identité différentes pour ces hommes artificiellement classés en peuplade et même en race. Les Batutsi sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. En fait, ce ne sont pas des peuplades, ce sont, disons, deux classes sociales, presque des castes, qui faisaient partie intégrante d'une nation, la nation rwandaise, une nation qui avait une seule religion, qui reconnaissait l'autorité considérable d'un roi sacré, responsable de la fertilité, de la fécondité dans la conception magico-religieuse des gens du pays, un système d'interdits, bref, une seule langue, Hutu et Tutsi, qui montre donc que l'interpénétration des deux groupes est très ancienne. Interpénétration, mais suprématie d'un groupe sur l'autre. La richesse des immenses troupeaux des Tutsis leur permit d'imposer leur domination économique et sociale. Les Hutus furent leurs serviteurs, jamais leurs esclaves, ainsi que l'illustre ce film belge tourné en 1952, une fiction consacrée à l'histoire du pays. Le roi y est tout naturellement Tutsi, l'élite également. Les Blancs qui découvrent le pays en 1892 renforcent et figent cette société de caste pour mieux la servir. Ils imposent également leur religion, le dieu chrétien se fondant Imana, la divinité Tutsi. Les Blancs disaient aussi qu'Imana avait tant aimé les hommes qu'il avait envoyé son fils sur la terre pour leur apprendre la bonté et la charité. Et ils ajoutaient que la bonté d'Imana devait nous enseigner à être bons envers autrui et même envers nos ennemis. C'est jour de fête au pays des Noirs. Un pays qui bâtit l'église rwandaise sur la pierre de la toute-puissance Tutsi. Mais tout le monde, sans distinction, est touché par la grâce. Le Rwanda est terre d'évangélisation. Ce film, tourné à la demande des pères blancs, en fait foi. Les vieilles croyances rapidement éradiquées, le catholicisme triomphe, la civilisation blanche est en marche. Dans ces écoles, elle accueille prioritairement l'élite Tutsi, sur laquelle elle s'appuie. Un temps seulement, car à la fin des années 50, avec l'époque de la décolonisation, un spectaculaire renversement d'alliance s'opère. L'élite Tutsi, qui paraissait parfaitement christianisée et docile, le souverain en particulier, a pris cette distance à l'égard de l'Église,
a manifesté une certaine impatience face à ce pouvoir absolu que l'Église exerçait sur les consciences et sur l'autorité. Et a mis même, le parti Tutsi a même mis en cause la convention qui liait le gouvernement colonial à l'Église, qui avait le quasi-monopole de l'enseignement. Donc par conséquent, l'Église a senti, je crois, qu'elle perdait la mise. Et qu'évidemment, il fallait cette fois-ci s'intéresser sérieusement aux 85% de la population qui restait dans l'ombre. Autrement dit, les Hutus, que l'Église et les colons encouragent et aident à contester la suprématie Tutsi. La Belgique occupe toujours le pays, mais ce sont les Tutsis que les Hutus traitent de colonisateurs avant de faire de leurs anciens maîtres des terroristes. Et naturellement, les mots mènent aux actes. 1959, manifestation, violence, massacre, la machine infernale est en route. Les mains se tachent, les consciences se salissent, la fable de deux peuplades, de deux races pénètre tous les esprits. Désormais, ce sera Hutu contre Tutsi. Les Hutus majoritaires utilisent la démocratie comme une arme. Leur parti remporte les élections de l'après-indépendance en 1962 sous le regard bienveillant des troupes de l'ancien colon belge et de leur chef, le colonel Logis. Vive le Rwanda libre Hutu. Aux fêtes de l'indépendance en 1962, assis à côté du premier président Grégoire Kayibanda, son conseiller en matière religieuse, l'évêque Pérodin. Si l'Église n'avait pas soutenu profondément le mouvement Hutu, le colonisateur belge n'aurait peut-être pas suivi. En fait, quand j'étais au Rwanda, tout le monde savait quelle était l'attitude de Monseigneur Pérodin, qui était l'archevêque, qui était d'origine suisse, qui était tout à fait allié au colonel Logis. Le colonel Logis et Monseigneur Pérodin ont fait la révolution, si vous voulez. Pas du tout une révolution populaire, ou les passes paysannes, brusquement auraient découvert leur état de servitude. On leur a expliqué après qu'ils étaient exploités. Au siège de l'évêché, il n'est pas rare que la messe dominicale ressemble à un véritable meeting. Désormais, l'Église s'appuie sur le pouvoir Hutu s'appuie sur l'Église. Les films d'actualité de l'époque insistent sur la ferveur religieuse du président Kayibanda. Il défend les valeurs de la chrétienté et de la démocratie dans ce petit pays perdu au cœur de l'Afrique. Les Hutus à l'église et les Tutsis en exode. Entre 1959 et 1963, 300 000 d'entre eux fuient le pays. Un pays qui se dit menacé, un pays qui mobilise et qui insiste à loisir sur le danger terroriste Tutsi. Les commandos Tutsi attaquent les collines, les missions, égorgent les hommes, incendient les cases et raflent les femmes et les troupeaux de vaches. 1963, des prisonniers Tutsis présentés comme terroristes servent de prétexte à la répression. Quelques centaines de Tutsis mal armés viennent du Burundi et font une tentative d'invasion du pays qui est immédiatement stoppée par l'armée, la garde nationale rwandaise, commandée par les officiers belges, et immédiatement une première grande répression systématique a lieu. Un premier massacre, un premier génocide. Le président Kayibanda envoie ses ministres dans toutes les préfectures pour organiser la répression systématique. Et à cette époque, il ne s'agit plus d'écarter de la vie politique, il s'agit déjà d'éliminer physiquement. 15 000 victimes. 1963, 66, 73, 90, 92. Les tueries se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, certains ont échappé au carnage en trouvant refuge dans les églises. Mais en avril 1994, le lieu sacré était lui aussi devenu lieu de mort.